Inspiration. Salut à tous, c'est Gaëtan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de La Leçon et on va parler d'un sujet qui a un peu été un déclic pour moi et donc que je souhaitais vous partager sur Inspiration Podcast. Comme le titre l'indique si bien, l'épisode va tourner autour de la question. Pourquoi la question? Très bonne question. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment j'ai découvert la question comme un outil dans les projets, dans le management et dans la vie en général. J'exposerai pourquoi je pense que la question reste une arme incroyable, bien souvent sous-estimée et qui peut vous sortir de situations compliquées. La question, pour moi, elle a une importance, que ça soit dans le management pour la prise de décision, mais aussi pour gagner en leadership en entreprise, en tant que dirigeant, en tant que manager. La question a aussi une importance capitale dans la capacité de quelqu'un à vendre ou à négocier. Pour finir, la question reste pour moi aussi la clé de l'empathie, qui est une valeur très importante pour moi, et on va découvrir tout ça plus en détail. Allez, c'est parti. La leçon. Il faut savoir que j'ai découvert la question, premièrement, dans le Lean Management, qui est une méthode japonaise d'organisation du travail et de management, dont l'objectif est d'améliorer la performance en entreprise en éliminant tout ce qui est coût superflu et gaspillage des ressources. Pour la petite histoire, le Lean Management, ça a été créé au Japon par Toyota et le Toyota Production System après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, des Américains sont venus étudier les pratiques japonaises pour en extraire une méthode qu'ils ont baptisée le Lean Management. Pourquoi? Parce que Lean, ça veut dire maigre en anglais, et ça reprend cette idée d'avoir un fonctionnement sans superflu qui va à l'essentiel et qui fournit un maximum de valeur. Et dans le lean management, en fait, on retrouve la méthode des 5 pourquoi. La méthode des 5 pourquoi, c'est une technique d'analyse utilisée pour comprendre la cause profonde d'un problème. Elle consiste tout simplement à poser la question pourquoi 5 fois de suite. L'idée, c'est d'aller jusqu'à la cause fondamentale d'un problème et de l'identifier. La technique des 5 pourquoi, elle encourage en fait une pensée critique qui favorise l'identification de solutions qui traitent le problème directement à sa racine, plutôt que de simplement traiter le problème de façon superficielle. Pour illustrer la volonté du lean management de corriger les problèmes à la source, j'aime bien raconter cette petite histoire de la porte de voiture. Une usine de voitures s'est rendue compte qu'après réalisation d'une porte de voiture, il fallait la poser sur le reste de la voiture, donc directement sur les gonds, et toutes les portes qui sortaient avaient le même problème. Elles s'emboîtaient pas correctement sur la voiture. La solution, c'est qu'on a engagé un mec à qui on a donné un marteau et on l'a placé sur la chaîne de production au moment où il fallait clipser la porte sur la voiture. Et son travail, c'était de donner 2 ou 3 coups de marteau à chaque fois pour que la porte rentre bien dans ses gonds. Est-ce que le problème est résolu? Pas vraiment. Avec les 5 pourquoi, on aurait été capable d'identifier pourquoi la porte ne rentrait pas correctement, et les Japonais, en utilisant le lean, auraient résolu ce problème simplement en remontant à la source et en s'assurant que la porte rentre bien tout pile dans les gonds par design. C'est ce genre de communication systématique qui permet aux différents services, aux différents départements de communiquer entre eux et de faire remonter les erreurs aux bonnes personnes, qui permet ensuite de les résoudre à la source. Et en règle générale, le lean management, il part du principe que les meilleures réponses, elles viennent du terrain. Les personnes qui dirigent ou qui prennent des décisions doivent d'abord avoir les bonnes informations directement à la source pour prendre la meilleure décision. La solution, c'est donc d'aller poser les bonnes questions aux bonnes personnes pour récupérer du contexte. Et c'est ce qu'on appelle le management collaboratif, où on part du principe que, en fait, même les collaborateurs opérationnels, donc les ouvriers par exemple, ils doivent avoir leur mot à dire avant qu'on mette en place des solutions, parce qu'ils ont souvent des choses intéressantes à remonter. J'ai lu des livres sur le lean management, donc vous n'échapperez pas à quelques citations. Dans le livre The Goal, qui s'appelle Le but en français, d'Eliaou M. Goldratt, il écrit: les bonnes questions concentrent notre attention sur les aspects pertinents. Nous commençons à voir le monde d'une manière différente, à identifier et à comprendre les contraintes qui limitent notre performance. L'idée ici, c'est que finalement la question, la bonne question, attire notre attention sur les détails, sur les points qui nécessitent une remise en question. Pendant mes études, dans mes cours de management, j'ai retrouvé un petit peu la même chose. Les professeurs aimaient beaucoup décrire des situations conflictuelles qu'on pourrait rencontrer en entreprise, en tant que manager, en posant au bout d'un moment la question, bah, qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Et moi, j'adorais répondre tout le temps la même chose, ça dépend. Ça dépend parce que pour moi, j'avais pas tout le contexte et j'avais encore d'autres questions en tête qui m'auraient permis de prendre une décision avertie en ayant plus de contexte. Et le piège dans la vie de tous les jours, c'est qu'on apprend des méthodes.
on apprend des méthodes qui nous servent à résoudre certains problèmes. Et le risque, le plus souvent, c'est qu'à force d'apprendre à taper sur un clou avec un marteau, on essaye de taper avec un marteau sur des vis. Et cette métaphore, elle illustre le fait que notre intelligence nous permet de réutiliser des méthodes et de réappliquer ces méthodes à des problèmes différents. Mais quand on le fait un peu aveuglément, on a tendance à utiliser des méthodes qui ne correspondent pas aux problèmes rencontrés. Que ça soit pour l'importance des 5 pourquoi ou l'importance de la question en général, le réflexe de la question, c'est un très bon réflexe et c'est un réflexe qu'on a presque de manière innée quand on est enfant et qu'on pose 10 000 questions à nos parents ou aux adultes en général. On remarque très souvent qu'on les agace avec toutes nos questions parce qu'on leur pose des questions sur des choses qui leur paraissent évidentes pour eux, mais qui ne le sont pas pour nous. Il y a toute cette volonté de découvrir le monde, de comprendre comment les choses fonctionnent, qu'on perd petit à petit quand on grandit, parce qu'on attend de nous qu'on soit plus rapide, plus efficace et qu'on fasse des hypothèses, des interprétations sur des choses, qu'on puisse aller plus vite à la conclusion. Et c'est un réflexe qu'on perd et qui finalement est encouragé dans ces nouvelles méthodes de management, de gestion de projet, parce que finalement, la question, c'est quelque chose de naturel et qui est trop souvent dénigré par peur qu'on passe pour des idiots. Donc, dans un premier temps, on a vu que la question, elle permet de récupérer du contexte, à la fois pour prendre les meilleures décisions, mais aussi pour pouvoir identifier des problèmes directement à la source et aller au fond des choses. Mais la question, elle peut aussi servir à aider des personnes à la réflexion et à les guider pour les aligner à notre vision. Toujours dans le livre The Goal, l'auteur explique aussi l'importance de la question, justement pour embarquer et convaincre ses collaborateurs. Il écrit: ne donne pas les réponses, pose les questions. Donner les réponses quand tu essayes de convaincre quelqu'un qui suit aveuglément les pratiques mises en place est complètement inefficace. Ce que tu dois apprendre, c'est comment persuader les gens, comment remettre en cause les habitudes et comment surmonter la résistance au changement. Dans le livre, on a un personnage, Jonah, qui est un peu le mentor du personnage principal et qui le guide à travers le roman par une succession de questions qui lui permet de mettre en exergue une réflexion qui va lui être bénéfique et indispensable pour l'avenir. Et c'est comme ce dicton qui dit qu'on n'apporte pas un poisson à un homme qui a faim, on lui apprend à pêcher. La question, elle permet de mettre en place une dynamique qui va être durable même après qu'on soit parti. Il y a un autre livre qui met aussi en avant le pouvoir de la question pour embarquer les gens et que je voulais vous partager. Ce livre, il s'appelle Good to Great. C'est un livre qui a été écrit par Jim Collins, qui s'appelle en français De la performance à l'excellence et qui a étudié les plus grands leaders des meilleures entreprises américaines pendant plus de 50 ans pour en retirer les qualités principales des meilleurs leaders. Et Jim Collins, dans ce livre, explique comment créer un climat d'écoute. Et pour lui, encore une fois, il faut diriger avec des questions et pas avec des réponses. Pour Jim Collins, diriger une entreprise qui passera le cap de l'excellence ne signifie pas arriver avec des réponses et motiver ses troupes pour qu'elles adhèrent à une intuition messianique. Cela signifie avoir l'humilité de se colter avec ce que l'on ne comprend pas assez pour en obtenir des réponses. Puis, on pose les questions qui conduiront aux meilleures découvertes. Ça montre l'importance des questions, toujours pour mettre en place une dynamique et pouvoir embarquer les autres personnes dans notre réflexion et les faire arriver à la même conclusion que nous. Pour illustrer le pouvoir de la question pour prendre les bonnes décisions et aligner les personnes à sa vision, je prends un exemple qui m'est arrivé récemment au travail. Je suis chez un client en train de présenter un nouvel outil qui va remplacer un outil déjà en place dans l'entreprise. C'est un outil de planification où on peut voir les rendez-vous dans un planning. Certains rendez-vous ont une heure impérative. Quand je présente le nouveau planning, il y a une des collaboratrices qui me remonte le fait que j'ai choisi de mettre une petite horloge, préciser qu'on avait une heure impérative sur un rendez-vous et qui me dit que ça ne convient pas. Donc moi, plutôt que de me braquer, je lui ai posé la question de savoir pourquoi ça ne le convenait pas. Elle me répond qu'actuellement, ils ont les heures qui sont directement affichées sur les rendez-vous. C'est-à-dire que si il y a une heure impérative sur le rendez-vous à 14 heures, à la place de l'horloge, il serait marqué 14 heures. Et donc moi, je lui demande à quoi ça sert finalement d'avoir l'heure exacte, puisque il y a, à mon sens, peu de rendez-vous qui nécessitent des heures impératives. Donc on a juste besoin de savoir quels sont les rendez-vous qui nécessitent des heures impératives. Et à ce moment-là, elle m'explique qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent planifier des rendez-vous sur une même journée et que actuellement, avec les heures qui sont affichées, il peut arriver que des personnes planifient 2 rendez-vous avec des heures impératives très très proches dans une même journée sans s'en rendre compte. Et donc, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on remette l'affichage des heures sur les rendez-vous du planning pour qu'elle puisse garder cette information qui est importante et qui cause en effet, déjà à l'heure actuelle, des problèmes de planification.
Et donc finalement, c'est vrai que cette personne, elle a raison. Il y a bien un problème actuellement et la solution que j'avais proposée n'était pas la bonne. Mais moi, ma volonté, c'est aussi de résoudre ce problème. C'est-à-dire que si demain, je lui proposais de faire exactement la même chose, on n'aurait pas résolu le problème complètement. Ça m'a permis déjà dans un premier temps de récupérer du contexte et dans un deuxième temps, l'idée c'était d'aligner les collaborateurs sur une solution optimale. J'ai continué à poser des questions en demandant comment se produisait l'erreur, c'est-à-dire que finalement on a trois personnes différentes qui doivent planifier des rendez-vous. Elles se rendent pas forcément compte qu'il y a déjà des heures impératives sur le planning. Et donc je lui ai demandé si finalement il fallait pas déclencher une alerte en disant attention, il y a déjà des rendez-vous planifiés avec des heures impératives sur cette journée. Et je la sollicite en essayant de trouver une autre solution, en disant que remettre les heures de façon identique à la solution actuelle n'était pas forcément la meilleure solution. Et je lui ai demandé de trouver une solution. Et donc elle me dit OK pour déclencher potentiellement une petite alerte en expliquant qu'il y a déjà des rendez-vous prévus à cette date avec des heures impératives, mais que c'est pas forcément systématique parce que on peut très bien avoir des heures impératives qui sont compatibles. Et donc toujours en utilisant la question, je lui pose la question est-ce que par exemple, si dans mon alerte, j'ai l'information des heures qui sont déjà planifiées sur la journée, ça me suffit? Est-ce que j'ai besoin d'informations spécifiques pour pouvoir prendre ma décision de est-ce que je continue de planifier ce rendez-vous à une heure impérative en sachant qu'il y a déjà d'autres rendez-vous fixés ou non? C'est comme ça qu'on s'est mis d'accord sur le fait de déclencher une pop-up quand on va planifier des rendez-vous avec des heures impératives afin de prévenir les utilisateurs qu'il y a déjà des rendez-vous avec des heures fixes qui ont été planifiées sur cette journée et qui vont les aider à prendre leurs décisions et éviter du coup les erreurs. Et le petit bonus, c'est que j'ai pu garder mon horloge pour indiquer qu'il y a déjà des heures impératives prévues sur le rendez-vous. C'était un bel exercice pour moi parce qu'on a vraiment souvent tendance à pas prendre le temps d'expliquer la démarche ou justement de tomber dans des explications sans prendre en compte les besoins des personnes et le vrai contexte. Je trouvais que c'était une belle illustration du pouvoir de la question parce qu'il permet de récupérer du contexte, mais aussi d'embarquer les personnes dans la réflexion, dans la quête d'une solution et d'en fait co-créer une solution qui va convenir et qui va faire partie d'une décision des collaborateurs, ce qui est un vrai facilitateur du changement puisque les personnes vont pouvoir utiliser une nouvelle solution à laquelle ils auront contribué. Et comme je le disais au début de l'épisode, la question, elle est aussi cruciale dans tout ce qui est négociation et vente. Il y a 2 livres que je vais utiliser ici, qui sont Vendre de Jordan Belfort. Jordan Belfort que vous connaissez très probablement puisque son personnage a été repris dans Le Loup de Wall Street, hein. Le Loup de Wall Street retrace les étapes de la vie de Jordan Belfort, qui a écrit du coup Vendre pour théoriser toutes les techniques de vente qu'il aborde de près ou de loin dans Le Loup de Wall Street, mais qu'il aborde vraiment en détail du coup dans ce livre. Et ensuite, un livre de négociation qui s'appelle Never Split the Difference, donc Ne jamais couper la poire en deux, qui a été écrit par Christopher Voss, qui était un ancien négociateur pour le FBI dans tout ce qui était prise d'otages et qui parle des grandes techniques de négociation. Dans Vendre, dans un premier temps, Jordan Belfort explique qu'il a conçu tout un processus qui tourne autour de la question pour avoir tous les éléments chez un prospect et pouvoir lever les obstacles. Il explique que la vente peut être réduite au simple fait de lever les obstacles chez un client. On lui propose un produit et ensuite on vient le questionner pour savoir quels sont les obstacles qui se lèvent entre lui et l'achat du produit. L'objectif de la vente, c'est de pouvoir lever tous les obstacles et d'arriver au moment où, par la raison, le prospect qu'on essaye de signer, l'objectif pour Jordan Belfort, c'est d'arriver au moment où le prospect n'aura plus de raison de ne pas acheter un produit. Et donc, puisqu'on est des êtres de raison, au bout d'un moment, on sera entre guillemets forcé dans une recherche de cohérence d'acheter ce produit. Et donc, finalement, le commercial aura réussi à vendre son produit. Dans la méthode de Jordan Belfort, le but pour un commercial, c'est de garder le client, le prospect, dans une sorte de tunnel. Et quand on voit qu'il s'éloigne un petit peu, l'idée c'est de pouvoir poser les bonnes questions pour le remettre dans le tunnel. Et donc Jordan Belfort, il a prévu tout un questionnaire, une bibliothèque de questions qui va lui permettre de guider son prospect. Et je trouve que c'est très fort. Parce que, encore une fois, comme on l'a vu plus tôt, ça permet au vendeur de participer à la réflexion et de guider le client, le prospect, dans sa réflexion tout au cours de la vente. Et dans un second temps, donc dans le livre Ne jamais couper la poire en deux de Christopher Voss, il explique aussi que la question et le fait d'être à l'aise à poser des questions lorsque l'on est dans des situations compliquées, par exemple des prises d'otages, c'est une des clés à la réussite dans la négociation.
Christopher Voss, il explique 2 choses. Il explique que la négociation, elle se gagne par la personne qui est le plus à l'aise. Parce que, en tant qu'humain, quand on est dans une situation conflictuelle, telle que la négociation, on est peu à l'aise. Et notre objectif, ça va être de sortir de cette situation d'inconfort le plus rapidement possible. Et donc, finalement, la personne qui est la plus à l'aise en négociation, elle va pouvoir prendre ce temps de mal-être, potentiellement chez l'autre personne, et le tourner à son avantage. Vous avez potentiellement déjà fait cette expérience quand vous êtes pressé, quand vous êtes peu à l'aise et qu'on essaye de vous faire quelque chose ou faire dire quelque chose. Et par perte de patience, vous avez tendance à concéder cette chose, à faire le compromis tout de suite et à laisser gagner l'autre personne. Et dans la négociation, c'est la capacité à être confortable dans cette situation d'inconfort ou à augmenter l'inconfort chez l'autre personne qui va vous faire gagner au final. La deuxième chose, qui est assez similaire à ce qu'on a vu plus tôt, c'est que la question, elle va permettre de faire naître une réflexion et de rationaliser des personnes dans des situations où elles peuvent être parfois irrationnelles. Imaginez que vous devez négocier avec un mec qui veut un hélicoptère et 2 millions de dollars et qui a pris en otage une dizaine de personnes. Si vous lui répondez Michel, fais pas le con ou on débarque avec la cavalerie, ce Michel, qui a déjà un comportement irrationnel, risque de se braquer et de perdre le contrôle, tout simplement. Par contre, si vous lui répondez Michel, où est-ce que je vais trouver 2 millions de dollars et un hélico à 2 heures du matin dans la Creuse? Si jamais vous gérez une prise d'otage dans la Creuse, on ne sait jamais. Et bien, en posant cette question, finalement, Michel, il va rationaliser sa demande, c'est vrai. Et si vous êtes patient, vous allez pouvoir l'atteindre. Vous allez pouvoir engager une réflexion avec lui, une discussion, et trouver une solution ensemble pour qu'il puisse résoudre son problème, discuter avec vous et redescendre de son état irrationnel. Et donc, on peut voir pourquoi la question, finalement, elle peut être utile dans ces métiers-là, ces métiers de la vente ou ces métiers de la négociation. Elle peut vous servir à vous aussi si demain vous souhaitez négocier votre salaire, par exemple. Et c'est une situation qu'on redoute énormément très souvent, mais avec laquelle il faut être à l'aise si vous souhaitez bien négocier votre salaire. Et donc, comme dit précédemment, je pense que si vous souhaitez mieux négocier votre salaire, il y a 2 étapes. La première, c'est d'être confortable avec le fait de parler d'argent, confortable avec le fait de dire que la négociation salariale, c'est une étape qu'on va faire peut-être tous les ans, peut-être tous les 2 ans, qu'on va faire régulièrement dans notre vie et avec laquelle il faut être confortable. Ça passe, par exemple, par le fait de s'habiller dans des vêtements qui vont pas vous gratter ou vous causer des situations d'inconfort, de d'oser aller aux toilettes si jamais vous devez aller aux toilettes pendant la négociation ou juste avant, et cetera. Et donc d'être physiquement le plus à l'aise, en même temps que bien préparé mentalement, mais aussi de savoir poser des questions au moment où vous allez en avoir besoin. C'est-à-dire que si vous exposez juste votre demande d'augmentation et que vous attendez la réponse de votre employeur, sans poser de questions, sans en discuter juste après, eh ben vous avez le risque que finalement la discussion elle s'arrête là. Alors que si vous êtes confortable avec le fait de poser des questions en expliquant pourquoi cette augmentation-là et pas plus et pourquoi c'est ce chiffre qui a été retenu. Est-ce que votre employeur pense que vous valez pas plus? Est-ce que votre employeur pense que, bah, tout simplement, c'est votre prix de marché? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient le faire changer d'avis sur ce chiffre-là? Est-ce que, par exemple, pour l'année prochaine, il y a un critère ou un facteur qui pourrait faire que votre employeur décide de vous augmenter plus l'année prochaine? Et si vous voulez avoir l'avantage dans une négociation, il faudra toujours pour vous trouver un moyen d'être plus à l'aise que l'autre personne à l'heure de la négociation. Voilà pour la partie vente, la partie négociation. Et on va passer à la dernière partie de cette leçon, qui est finalement la raison pour laquelle je souhaitais faire cet épisode. Et c'est pour moi la raison principale qui fait toute la valeur de la question, c'est l'empathie et l'écoute active. Je pense que l'empathie, c'est une des grandes forces de l'espèce humaine, le fait d'être capable d'avoir de l'empathie, de ressentir de la sympathie pour quelqu'un d'autre. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à avoir dans ce monde où tout va très vite et on a besoin d'interpréter ou au moins de deviner, de se baser sur des hypothèses quant aux émotions des autres, quant au contexte et par rapport à ce que les gens pensent. Et j'ai remarqué dans mes expériences professionnelles, dans mes expériences personnelles aussi, mais essentiellement en entreprise, quand on est manager
ou quand on est managé, on a souvent, en plus des dynamiques de pouvoir, des dynamiques émotionnelles. Si les dynamiques de pouvoir vous intéressent, je vous incite à écouter mon épisode sur Avengers et les différentes autorités qu'on peut avoir, donc les dynamiques de pouvoir entre des personnes. Mais par contre, d'un point de vue émotionnel, ou simplement contextuel, on a beaucoup de conflits qui sont générés par une différence d'opinion qui parfois est simplement caractéristique du fait qu'il manque de la communication entre deux parties. Et parfois, on a tendance à interpréter les mots. Les mots sont souvent traîtres parce qu'ils ont plusieurs significations, ils ont plusieurs contextes. Et il n'y a pas que les mots, il y a aussi la tonalité, il y a aussi tout le body language qui fait passer un message. Et quand vous faites passer un message, à 100% du temps, vous n'êtes pas toujours juste dans la façon de le diffuser, ce message. Et parfois, la plupart des conflits peuvent être simplement résolus par le fait de poser des questions. Et encore une fois, d'être à l'aise dans les situations et suffisamment à l'aise pour poser des questions. Savoir pourquoi est-ce que tu as dit cette chose-là à ce moment-là? Pourquoi tu m'as fait ce feedback? Qu'est-ce qui t'énerve actuellement et qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Est-ce que c'est vraiment la chose que tu me reproches actuellement ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand? Explique-moi pourquoi tu ne veux pas me donner d'augmentation. Qu'est-ce qui fait que tu ne penses pas que je vaux ce prix-là, etc. Et le fait de poser des questions, ça permet à la fois de gagner en contexte, mais aussi de pouvoir se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, de pouvoir comprendre son point de vue et du coup d'avoir de l'empathie dans ce genre de situation. Et ça, par exemple, c'est une notion que j'ai découvert dans le manifeste de Peter Drucker qui s'appelle Managing Oneself, donc se manager soi-même, qui parle à la fois du fait de manager des personnes, à la fois de se manager soi-même en tant qu'individu, mais aussi de savoir manager son boss. Et Peter Drucker, qui est un pionnier du management, explique que la plupart du temps, le simple fait d'avoir de l'empathie, de savoir ce qui se passe exactement dans la tête de quelqu'un, comment quelqu'un fonctionne au travail, et ben ça permet tout simplement de donner des directives sur comment cette personne-là doit manager si je sais ce qu'elle a besoin. Et pour conclure, je pense qu'on devrait tous utiliser la question beaucoup plus souvent, comme on le faisait quand on était enfant, pour mieux comprendre ce qui se passait dans le monde. Et donc maintenant qu'on est adulte, on devrait utiliser la question déjà pour retrouver cette empathie qu'on perd souvent, pour retrouver cette prise de recul, pour démarrer des réflexions, des prises de conscience, pour avoir les informations, pour trouver la source d'un problème, la cause racine. Et tout simplement, si on souhaite avoir plus d'éléments pour mieux prendre des décisions, pour mieux négocier, pour avoir de meilleurs résultats. La question, ça reste un atout hyper puissant pour toutes ces situations. Le bémol, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la question doit rester un outil et pas une fin en elle-même. Après avoir posé vos questions, il faut passer à l'action. Ne l'oubliez pas. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais présenter aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'espère que vous allez regarder la question d'un autre œil désormais et que vous allez l'utiliser beaucoup plus souvent dans les situations que vous allez rencontrer, que ça soit dans le milieu professionnel ou personnel. Si certaines notions que j'ai abordées dans les livres vous intéressent, n'hésitez pas à consulter la description où je vais mettre les différentes œuvres que j'ai utilisées pour faire cet épisode. Si vous souhaitez qu'on fasse un book club avec Jules sur un des livres qui est dans la description, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker notre page sur Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous nous écoutez et à nous suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram où on est pas mal actif. Ce sont des petits gestes qui permettent de récompenser notre travail et de mettre en visibilité un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on partage. Et ça nous permet de proposer aussi du contenu qui vous plaît en fonction de vos retours que vous pouvez nous faire. Et vous êtes nombreux à nous faire des retours et on vous en remercie. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche si vous nous écoutez dès la sortie, ou alors une très bonne journée. Et à très vite sur Inspiration. Inspiration.